Je m'appelle Sienna Brennan. J'ai 32 ans, et il y a 6 mois, mes parents m'ont poursuivi en justice pour $682 000, pour une maison que je n'avais jamais accepté d'acheter. Ils ont acheté à ma sœur, Mélodie, une maison de 4 chambres en banlieue, et ont secrètement mis mon nom sur l'hypothèque en tant que co-emprunteuse, sans que je le sache ni que j'y consente. Je l'ai découvert grâce à une lettre de recouvrement. Quand j'ai appelé ma mère, tremblante, pour exiger une explication, elle a prononcé 5 mots qui résonnent encore dans ma tête: nous avons décidé que tu devais payer. Quand j'ai refusé, ils ne se sont pas excusés. Ils m'ont traîné en justice. Mélodie a témoigné contre moi, affirmant que j'avais fait une promesse verbale lors du dîner de Noël, 2 ans plus tôt. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas, quelque chose que j'avais conservé dans un dossier pendant des années, attendant le jour où j'aurais besoin de prouver que je n'étais pas folle. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, veuillez prendre un moment pour mettre un j'aime et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. J'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire. Laissez-moi vous ramener au début, pour comprendre comment je suis devenue la méchante de la famille pour le crime d'avoir dit non. En grandissant, il y avait 2 filles dans la maison des Brennan, et tout le monde savait laquelle comptait le plus. Mélodie était l'enfant chérie, chaleureuse, charmante, elle savait toujours quoi dire lors des dîners de famille. Elle riait aux blagues de papa, et des mamans dans la cuisine sans qu'on le lui demande, et parvenait toujours à faire en sorte que chaque membre de la famille se sente comme sa personne préférée. Les professeurs l'adoraient. Les voisins la saluaient quand elle passait. C'était le genre de fille dont les parents se vantent à l'église. Et puis il y avait moi. J'étais calme, concentré. Je préférais les chiffres aux petites conversations, les feuilles de calcul au commérage. Pendant que Mélodie collectionnait les compliments, je collectionnais les A. Non pas parce que je cherchais l'approbation, mais parce que la précision avait un sens pour moi, d'une manière que les gens n'avaient jamais eue. Quand j'ai réussi mon examen d'expert comptable à 26 ans, j'ai appelé à la maison, m'attendant à des félicitations. La réponse de mon père: alors, quand est-ce que tu te maries comme ta sœur? Mélodie avait épousé Derek Cole à 24 ans, et avait eu 2 enfants avant ses 28 ans. Mes parents les ont aidés avec le loyer pendant 5 ans, des chèques chaque mois, sans poser de questions. Quand j'ai été diplômé avec des prêts étudiants, je les ai remboursés moi-même. Personne n'a offert son aide. Personne n'a demandé si j'en avais besoin. À chaque fête, c'était le même scénario. Maman regardait Mélodie faire sauter un petit enfant sur ses genoux, puis se tournait vers moi avec ce regard, celui qui disait qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Tu devrais apprendre de ta sœur, me disait-elle en me tapotant la main comme si j'étais un projet qu'elle n'avait pas encore abandonné. Mélodie sait comment se faire aimer des gens. J'ai cessé d'attendre des éloges à peu près au moment où j'ai réalisé que je ne les obtiendrais jamais, peu importe ce que j'accomplissais. Les règles étaient différentes pour moi. Elles l'avaient toujours été. Je ne savais juste pas à quel point, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose que j'avais. L'étiquette est venue progressivement, puis d'un seul coup: Sienna, l'égoïste. Ça a commencé il y a 3 ans, quand Mélodie a appelé pour demander $15 000 pour une nouvelle voiture. L'ancienne avait des problèmes de transmission, et le travail de Derek ne couvrait plus les dépenses comme avant. Elle a promis de me rembourser dans les 6 mois. J'ai dit non, pas parce que je n'avais pas l'argent, mais parce qu'elle me devait encore $8 000 de la dernière fois, de l'argent que je n'ai jamais revu, et pour lequel on ne m'a même jamais remercié. Maman a appelé ce soir-là, en pleurant. Comment peux-tu être si froide avec ta propre sœur? 6 mois plus tard, Mélodie m'a demandé de me porter garante pour son bail d'appartement. Le propriétaire voulait un garant, et son crédit n'était pas assez solide. J'ai refusé. J'ai expliqué que se porter garant signifiait une responsabilité légale, que si elle ne payait pas, je serais responsable. La réponse de papa a été 3 semaines de silence. Pas d'appel, pas de texto, le traitement par le silence, administré avec une précision chirurgicale. Puis est venu le 5e anniversaire de mon neveu. Je ne pouvais pas y assister. J'avais une date limite pour un audit client majeur. Le manquer signifiait risquer mon emploi. J'ai envoyé un cadeau. J'ai appelé pour m'excuser. Mélodie a publié un statut Facebook ce soir-là: la famille devrait toujours passer en premier. C'est triste quand certaines personnes l'oublient. 47 j'aime, 12 commentaires d'accord avec elle. Tante Patricia a écrit:
certaines personnes ne se soucient que d'elles-mêmes. Après cela, j'ai commencé à consigner des preuves. Chaque demande, chaque refus, chaque tentative de culpabilisation qui a suivi. J'ai créé un dossier dans mes emails intitulé « Demande familiale ». Non par dépit, mais parce que lorsqu'on vous dit assez souvent que vous êtes fou, vous commencez à avoir besoin de preuves que vous ne l'êtes pas. Ce dossier allait devenir la chose la plus importante que je possédais. Je ne le savais juste pas encore. L'enveloppe semblait ordinaire. Un en-tête de banque standard, mon nom et mon adresse imprimés dans cette police impersonnelle que toutes les institutions financières utilisent. J'ai failli la jeter avec le courrier indésirable. Deuxième avis, lisez l'en-tête. Paiement hypothécaire en retard. Adresse de la propriété, 4847 Willowbrook Lane, Lakewood, Colorado. Je n'avais jamais entendu parler de Willowbrook Lane. Je n'avais jamais mis les pieds à Lakewood. Mes mains sont devenues froides en lisant la suite. Solde impayé, $682 000. Co-emprunteuse, Sienna Monsieur Brennan. J'ai appelé la banque immédiatement. La représentante était polie, professionnelle, totalement inconsciente qu'elle était sur le point de bouleverser mon monde. Oui, Madame Brennan, vous êtes répertoriée comme co-emprunteuse sur ce prêt hypothécaire. Le compte a été ouvert il y a 14 mois. Les emprunteurs principaux sont Harold Brennan et Melody Brennan Cole. Il doit y avoir une erreur. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Je n'ai jamais rien signé. J'ai la demande juste ici, madame. Votre signature est dans nos dossiers. Les documents ont été notariés le 15 septembre 2023. Notariés. Quelqu'un avait regardé une signature être apposée sur du papier et l'avait estampillée comme légitime. Une signature que je n'ai jamais écrite, pour une maison que je n'ai jamais accepté d'acheter, pour une sœur qui n'a jamais demandé. J'ai consulté mon rapport de crédit alors que j'étais encore au téléphone. Et c'était là, une dette de $682 000 attachée à mon nom comme un parasite, détruisant silencieusement mon score de crédit depuis plus d'1 an, sans que j'en ai la moindre idée. L'adresse postale enregistrée était celle de la maison de mes parents, celle où je n'habitais plus depuis une décennie. J'ai remercié la représentante et j'ai raccroché. Puis j'ai fixé cette lettre pendant 10 minutes, essayant de comprendre ce que ma famille avait fait. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Et les mots qu'elle a dit, je les entends encore quand je n'arrive pas à dormir. Maman a répondu à la 3e sonnerie, d'un ton désinvolte, joyeux, comme si de rien n'était. Sienna. Quelle bonne surprise. On parlait justement de toi. Avez-vous mis mon nom sur un prêt hypothécaire? Silence. 3 secondes. 4. Une éternité. On allait te le dire. Sa voix a baissé, prudente maintenant, mesurée. Me dire quoi, maman? Des bruissements. La voix de papa en arrière-plan. Puis il était au téléphone. C'est la famille, Sienna. Mélodie avait besoin de la maison. Tu as un bon travail. On a décidé que tu devais aider. Vous avez décidé? Mes mains tremblaient. Sans me demander? On t'a élevé. On a payé ton éducation. C'est ce que fait une famille. J'ai remboursé mes propres prêts étudiants. Chaque centime. Vous avez payé toute l'éducation de Mélodie. C'est différent. Tu as toujours été difficile. J'ai entendu maman reprendre le téléphone. Sa voix avait cette intonation humide qu'elle prenait quand elle était sur le point de pleurer, l'arme qu'elle avait utilisée toute ma vie. Si tu nous aimais, Sienna, tu ne rendrais pas les choses si difficiles. Rendre quoi difficile? Vous avez falsifié ma signature. Vous avez commis une fraude. Ne sois pas dramatique, papa de nouveau, agacé maintenant. On a utilisé ton nom sur des papiers. Ce n'est pas un crime quand c'est la famille. Si, littéralement. On n'a pas l'argent, Sienna. Sa voix s'est brisée, la première fois que j'entendais ça. On a utilisé notre retraite pour la compte. Tout. Si on perd cette maison, on perd tout. Voilà. La vérité sous les justifications. Ils avaient parié leur avenir sur la maison de rêve de Mélodie et s'attendaient à ce que je couvre la mise. Tu as 32 ans, a poursuivi papa. Pas de mari, pas d'enfant. À quoi te sert cet argent, de toute façon? J'ai raccroché sans répondre.
Certaines questions ne méritent pas de réponse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai fait des recherches. Le calcul était brutal. Si le prêt hypothécaire faisait défaut avec mon nom dessus, mon score de crédit s'effondrerait. 7 ans de dommages, au minimum. Des appels de recouvrement, des poursuites potentielles de la banque, et ma carrière. De nombreux cabinets comptables vérifient le crédit des employés qui gèrent les finances des clients. Une saisie sur mon dossier pourrait me coûter tout ce que j'avais mis une décennie à construire. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était tout mon avenir. À 2 heures du matin, j'ai appelé Marcus Webb. Nous avions été amis à l'université, partenaires d'études pendant ses cours de comptabilité éreintants. Il s'était plutôt tourné vers le droit immobilier, spécialisé dans la fraude hypothécaire et les litiges immobiliers. Sienna. Sa voix était ensommeillée. C'est le milieu de la nuit. Je sais. Je suis désolé. J'ai besoin d'aide. Je lui ai tout raconté, la lettre, l'appel, l'aveu désinvolte de mes parents qu'ils avaient signé à ma place sans permission. Si tu n'as pas signé, dit-il lentement, c'est une fraude à l'identité, un faux. C'est grave. Qu'est-ce que je fais? D'abord, obtiens des copies de tout, la demande de prêt hypothécaire, les documents notariés. Tu as ce droit en vertu de la loi fédérale. Ensuite, as-tu des preuves que tu n'as jamais accepté cela? J'ai pensé à mon dossier, aux emails, aux refus documentés. J'ai envoyé un email à Mélodie il y a 3 ans, quand elle m'a demandé de me porter garante pour son bail d'appartement. Je lui ai dit non, par écrit. J'ai dit que je ne me porterai jamais garante pour aucun prêt pour elle. Transfère-le-moi. Sa voix était plus vive maintenant, alerte. C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin. Marcus a dit quelque chose cette nuit-là qui m'a marqué, ta signature, c'est ta parole. Si quelqu'un la falsifie, il ne vole pas seulement de l'argent, il vole ton intégrité. J'ai trouvé cet email à 3 heures du matin, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Marcus. 2 semaines plus tard, je suis allé chez mes parents pour Thanksgiving. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de les regarder dans les yeux en disant non. L'allée était pleine, des voitures que je ne reconnaissais pas. Mon estomac s'est noué. À l'intérieur, j'ai trouvé non seulement maman, papa et Mélodie, mais aussi tante Patricia, oncle Ronnie, grand-mère Hélène et 3 cousins que je n'avais pas vus depuis des années. La table était dressée pour 12. Ce n'était pas un dîner de fête, c'était une embuscade. Mélodie s'est levée la première, les bras croisés. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Papa a hoché la tête. Sienna, assieds-toi. Nous devons parler en famille. De quoi? Je ne me suis pas assise. Ta sœur a besoin de cette maison. Cette famille a besoin que tu prennes tes responsabilités. Tante Patricia s'est penchée en avant. Tu as toujours été l'égoïste, Sienna. C'est ta chance de nous prouver le contraire. Tout le monde regardait, attendant. La pression était physique, comme une humidité avant un orage. Je n'ai rien signé. Ma voix est sortie plus stable que je ne le pensais. Les yeux de Mélodie se sont rétrécis. Tu as dit que tu aiderais. Quand? Donne-moi une date. À Noël, il y a 2 ans, au dîner. J'ai dit que j'y réfléchirais. Réfléchir n'est pas signer. Tu as hoché la tête, la voix de Mélodie s'est élevée. On t'a tous vu hocher la tête. Un hochement de tête n'est pas un contrat. Ça l'est, dans cette famille. Alors cette famille a une définition très souple du consentement. Oncle Ronnie a marmonné quelque chose sur les enfants ingrats de nos jours. Grand-mère Hélène s'est tamponné les yeux avec une serviette. Maman pleurait déjà, des larmes douces et entraînées, conçues pour faire de moi la méchante. Papa s'est levé, sa chaise a gratté contre le sol. Toute la pièce s'est tue. Alors tu ne nous laisses pas le choix. Ces mots flottaient dans l'air comme une menace, car c'est exactement ce qu'ils étaient. Pas le choix de quoi, ai-je demandé. La mâchoire de papa était crispée, ce regard que j'avais vu toute ma vie, celui qui signifiait qu'il avait pris une décision et que rien ne la changerait. On te donne jusqu'au 15 décembre. Soit tu acceptes de payer l'hypothèque, soit on te poursuit en justice. La pièce a semblé basculer. Me poursuivre? Mes propres parents. Me poursuivre pourquoi?
Rupture d'un accord verbal. Mélodie est notre témoin. Elle témoignera que tu as promis d'aider. J'ai regardé ma sœur. Elle ne voulait pas croiser mon regard, elle est restée assise là, les bras enroulés autour d'elle, jouant la victime qu'elle avait toujours si bien incarnée. Tu te parjurerais, lui ai-je demandé directement. Mentir sous serment? Ce n'est pas mentir si je m'en souviens comme ça. Maman s'est précipitée, m'a attrapé les mains. Son visage était mouillé, suppliant. Sienna, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Comment peux-tu nous faire ça? Vous avez commis une fraude, maman. Vous avez volé mon identité. Et vous me demandez ce que je vous fais? C'est de l'argent de famille. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille. J'ai retiré mes mains. Le contact me semblait maintenant contaminé. Papy Harold, le père de mon père, était assis au bout de la table. Il n'avait pas dit un mot de tout le temps. 84 ans, silencieux d'une manière qui semblait toujours être de la sagesse plutôt que de l'absence. Son regard a croisé le mien à travers la pièce. Pas d'accusation. Pas de jugement. Autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. 15 décembre, a répété papa. Tu as 3 semaines. J'ai rassemblé mon manteau, mes clés, ce qui me restait de sang-froid. On se verra au tribunal. Puis, en sortant, j'ai entendu maman se lamenter, j'ai entendu tante Patricia me traiter de sans-cœur, j'ai tout entendu, sauf des excuses. Mais l'expression de papy est restée avec moi tout le trajet du retour. Il savait quelque chose. J'en étais sûr. J'étais presque à ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière moi. Papy Harold se déplaçait lentement, sa canne tapant contre l'allée en béton. L'air de novembre était vif, transportant l'odeur des feuilles mortes et du feu de cheminée lointain de quelqu'un. Sienna, attends. Je me suis retourné. Il respirait fort après la courte marche. 84 ans, courant après sa petite fille dans le froid, parce que personne d'autre ne le ferait. Je suis désolé, papy. Je ne peux pas rester là-dedans. Je sais. Il m'a rejointe, s'est stabilisé. Ses yeux étaient clairs malgré son âge, plus clairs que ceux de n'importe qui d'autre dans cette maison. Tu ne devrais pas. Tu savais pour l'hypothèque? Il est resté silencieux un moment. Je l'ai découvert après. J'ai essayé de raisonner ton père. Il n'a pas voulu écouter. Il ne le fait jamais. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Toutes ces années à me demander si j'étais le problème, si mes limites me rendaient anormal. Et voici la seule personne qui me disait que je n'étais pas folle. Vérifie la date de l'acte notarié, dit-il doucement, sur les documents hypothécaires. Quelque chose ne va pas. Que veux-tu dire? Vérifie, c'est tout. Il a serré mon bras. Et Sienna, ta grand-mère serait fière de toi, de te défendre comme ça. Elle n'a jamais pu le faire avec Harold Senior. Elle aurait aimé l'avoir fait. Grand-mère Ruth était décédée il y a 8 ans. Je me souvenais à peine d'elle, mais je me souvenais qu'elle était gentille, qu'elle parlait doucement dans une famille pleine d'opinions bruyantes. Je l'ai serrée dans mes bras, brièvement, prudemment. Ses os semblaient fragiles sous son manteau. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste l'autoroute, mes pensées et la douleur de laisser derrière moi une famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à creuser. Papy avait raison, quelque chose n'allait pas, et j'allais découvrir exactement quoi. Si vous avez déjà été dans une situation où votre propre famille vous a fait sentir comme le méchant juste pour avoir posé des limites, je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires ci-dessous. Vous n'êtes pas seul, et moi non plus. Pendant que vous êtes ici, si cette histoire résonne en vous, un j'aime aide vraiment la chaîne à se développer. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai trouvé en creusant dans cette demande de prêt hypothécaire. Car papy avait raison, quelque chose n'allait vraiment pas. En vertu de la loi fédérale, j'avais le droit de demander des copies de tous les documents financiers portant mon nom. J'ai déposé la demande cette semaine-là. La banque l'a traitée en 10 jours. Quand l'enveloppe est arrivée, je suis resté assise à ma table de cuisine pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. Ce qu'il y avait à l'intérieur allait soit confirmer mes pires craintes, soit prouver que je m'étais trompé sur toute la ligne.
Je ne m'étais pas trompé. La demande de prêt hypothécaire faisait 12 pages. Ma signature apparaissait sur 3 d'entre elles. Je l'ai étudiée sous la lampe de mon bureau, en la comparant à ma signature réelle sur mon permis de conduire. Les différences étaient subtiles, mais indéniables. Mon S se courbe vers l'arrière en haut, une bizarrerie due à la précipitation lors des signatures pendant la saison des impôts. Le S sur ces documents se courbait vers l'avant, plus rond, plus lent, écrit par quelqu'un qui savait à quoi ressemblait ma signature, mais ne m'avait jamais vraiment vu l'écrire. Puis j'ai vérifié la date de l'acte notarié, 15 septembre 2023. Mon cœur s'est arrêté. J'ai consulté mon calendrier de ce mois-là, j'ai fait défiler les entrées, et c'était là. Du 14 au 17 septembre, conférence nationale de l'AICPA, à Seattle. J'étais à 1300 km de là quand quelqu'un a signé mon nom sur un prêt hypothécaire de 682 000 $. J'avais la carte d'embarquement, le reçu de l'hôtel, une photo que j'avais postée sur Instagram, debout avec 2 collègues devant la Space Needle, horodaté du 15 septembre à 16h47. Le document prétendait que j'avais signé en personne, en présence d'un notaire au Colorado, un jour où je n'étais même pas dans l'État. Quelqu'un avait falsifié ma signature, et quelqu'un d'autre, un notaire public agréé, avait attesté d'un mensonge. J'ai tout transféré à Marcus cette nuit-là. Sa réponse est arrivée en 3 minutes, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Nous ne nous défendons plus, nous passons à l'offensive. Marcus a demandé une assignation pour les dossiers internes de la banque. Dans le cadre de la préparation de ma demande reconventionnelle, nous avions le droit à toutes les communications liées à ma demande de prêt hypothécaire. L'équipe juridique de la banque s'est conformée en 2 semaines, une procédure standard lorsque des allégations de fraude sont en jeu. Ce qu'ils ont envoyé a tout changé. Marcus m'a appelé un mardi soir. Sa voix avait cette intonation qu'elle prend quand il a trouvé quelque chose d'important. « Sienna, il faut que tu t'assoies. Dis-moi, c'est tout. Il y a une chaîne de mai entre Mélodie et l'agent de crédit qui a traité ta demande, un type nommé Kevin Torres. Il me les a lus. Chaque mot était un coup de marteau. Email 1, de Mélodie, Y a-t-il un moyen d'ajouter ma sœur à la demande sans qu'elle soit physiquement présente? Elle est en voyage d'affaires et ne peut pas se rendre à la signature. Email 2, réponse de Kevin, si vous avez une procuration ou si elle peut signer à distance via un processus vérifié, nous pouvons nous arranger. Sinon, nous aurions besoin de sa présence pour l'acte notarié. Email 3, de Mélodie, elle ne peut pas signer à distance. Elle est à une conférence avec une mauvaise connexion Wi-Fi. Mais mon père peut s'occuper des papiers en son nom. C'est d'accord? Email 4, réponse de Kevin, tant que les documents sont correctement notariés, nous pouvons traiter la demande. Tant que les documents sont correctement notariés. Ce qui signifie que Kevin Torres soit ne savait pas, soit ne se souciait pas que mon père allait falsifier ma signature et faire tamponner le tout par son ami comme étant légitime. Il a pris des raccourcis, a dit Marcus. Il n'a pas vérifié ton identité. Il n'a pas confirmé ton consentement. C'est une violation massive des règles de conformité. J'ai fixé le mur de mon appartement. Lire ces emails, c'était comme regarder mon propre vol au ralenti, et tous les participants pensaient qu'ils s'en tireraient. Marcus m'a conseillé de porter plainte officiellement. Fraude à l'identité, faux et usage de faux, des plaintes pénales qui créeraient un dossier officiel, peu importe ce qui se passerait au tribunal civil. Je suis allé au commissariat de police de Denver un mercredi matin, j'ai rempli les formulaires, j'ai remis des copies de tout, les documents hypothécaires, mes billets d'avion, la chaîne de mai. L'agente qui a pris ma déposition était polie, mais sans engagement. Nous vous recontacterons, a-t-elle dit. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un préfixe de Denver. Madame Brennan, ici l'inspectrice Carla Nguyen, de la brigade financière. J'ai failli laisser tomber mon café. J'ai examiné les documents que vous avez soumis, a-t-elle poursuivi. Sur la base des preuves, nous ouvrons une enquête officielle pour fraude à l'identité et faux et usage de faux potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons contacter le notaire qui a certifié votre signature et l'agent de crédit qui a traité la demande. Nous pourrions demander des documents supplémentaires à la banque. Elle a fait une pause. C'est une affaire sérieuse, Madame Brennan. La fraude hypothécaire entraîne des sanctions importantes. Je comprends. J'ai une question avant de vous laisser.
Sa voix était prudente, mesurée. Pensez-vous que les membres de votre famille savaient que c'était illégal? La question m'a frappé plus fort que prévu. Non pas parce que la réponse était incertaine, mais parce que le dire à voix haute rendait tout plus réel. Je pense qu'ils s'en fichaient, ai-je finalement dit. Ils avaient besoin d'argent. Ils m'ont vu comme une solution. Quelles que soient les lois qu'ils ont enfreintes, ce que cela signifiait pour mon crédit, ma carrière. Rien de tout cela n'avait autant d'importance que d'obtenir ce qu'ils voulaient. L'inspectrice Nguyen est restée silencieuse un moment. Nous vous recontacterons, Madame Brennan. En attendant, conservez toutes les communications que vous recevez de votre famille. Elles pourraient devenir pertinentes. J'ai tout conservé. J'avais appris cette leçon il y a longtemps. Le 20 décembre, 5 jours avant Noël, l'huissier de justice m'a trouvé au travail. Professionnel, efficace. Elle m'a tendu l'enveloppe avec le détachement exercé de quelqu'un qui fait ça 100 fois par semaine. Sienna Brennan? Oui. Vous êtes assigné à comparaître. À l'intérieur, Harold Brennan et Diane Brennan et Sienna Brennan, déposés au tribunal civil du comté de Douglas. Dommages et intérêts demandés, 682 000 $, plus les frais de justice. La plainte faisait 8 pages, rupture de contrat verbal, enrichissement sans cause. Ils prétendaient que j'avais accepté verbalement d'aider avec l'hypothèque, puis que je m'étais rétracté, leur causant un préjudice financier et une détresse émotionnelle. Mélodie était citée comme témoin. Elle témoignerait sous serment que j'avais promis d'aider lors d'un dîner de famille, que mon hochement de tête valait signature, que j'avais trahi mon propre sang pour de l'argent. Je l'ai lu 2 fois dans mon bureau, porte fermée, les mains fermes par pure volonté. Ça se passait vraiment. Mes parents ne bluffaient pas. Ils avaient engagé un avocat, un vrai, d'un cabinet du centre-ville, et ils m'emmenaient au tribunal. Les mêmes personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris à faire du vélo et m'avaient aidé avec mes devoirs, et qui s'étaient assises au premier rang de ma remise de diplômes universitaires. Maintenant, ils voulaient qu'un juge me force à payer pour une maison où vivait ma sœur, en utilisant une promesse que je n'avais jamais faite comme arme. J'ai appelé Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. J'ai été assigné. Prévu, a-t-il dit. Ne paniquez pas. Nous sommes plus que prêts. Ils n'ont même pas mentionné la signature falsifiée. Toute la plainte porte sur un accord verbal. Parce qu'ils savent que les documents sont un problème. Ils l'évitent exprès. Est-ce que ça va marcher? Non. Parce que nous n'allons pas les laisser faire. Le procès ne suffisait pas à ma famille. Ils avaient aussi besoin du tribunal de l'opinion publique. Mélodie a posté en premier, un long message soigneusement rédigé sur Facebook, certaines personnes se soucient plus de l'argent que du sang. Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur regarderait nos parents perdre leur retraite par orgueil. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos pensées pendant cette période difficile. 347 réactions, 92 commentaires. Tout le monde, des connaissances du lycée aux parents éloignés, y allait de ses prières, de sa sympathie et de ses critiques à peine voilées envers la méchante anonyme. Tante Patricia a commenté, « Je prie pour toi, ma chérie. » Certaines personnes finissent par montrer leur vrai visage. Cousine Rachel, la famille devrait toujours passer en premier. C'est si triste quand quelqu'un l'oublie. Une amie de mon ancien quartier a fait une capture d'écran du message et me l'a envoyé par texto, « Tu as vu ça? Tout le monde parle de toi. » Je l'ai vu. J'ai vu le récit s'écrire en temps réel. Sienna la froide. Sienna l'égoïste. Sienna qui a abandonné sa famille pour de l'argent. Ce qu'ils n'ont pas publié, la signature falsifiée, le vol d'identité, l'hypothèque que je n'ai jamais accepté de signer. Ces détails ne collaient pas à l'histoire qu'ils voulaient raconter. J'ai rédigé une réponse, puis je l'ai supprimée, j'en ai rédigé une autre, je l'ai supprimée aussi. Marcus m'avait prévenu. Les réseaux sociaux sont un champ de bataille que vous ne pouvez pas gagner. Chaque mot que vous dites peut être utilisé contre vous. Laissez-les parler. La salle d'audience est la seule scène qui compte. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai regardé ma réputation se faire démolir par des gens qui n'avaient jamais demandé ma version des faits. J'ai regardé des membres de ma famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années avoir soudainement une opinion sur mon caractère. Le plus difficile n'était pas les accusations, c'était de savoir que pas une seule personne dans ces commentaires n'avait appelé pour demander si c'était vrai.
Ils avaient déjà décidé qui j'étais. Ils l'avaient toujours fait. Noël est arrivé comme une pensée après coup. J'étais tellement concentré sur les dépositions, les preuves et la stratégie juridique que la fête a à peine existé jusqu'au jour même. J'ai appris l'existence de la réunion de famille via Instagram. Mon neveu Tyler, l'aîné de Mélodie, a posté une story. Toute la famille en pyjamas assortis, rassemblée autour du sapin de mes parents. Maman, papa, Mélodie, Derek, les enfants, tante Patricia avec son verre de vin surdimensionné emblématique, même papy Harold assis dans son fauteuil habituel près de la cheminée. Tout le monde, sauf moi. Pas d'invitation, pas d'appel, pas même un texto pour me demander si je voulais venir. J'avais été effacé de la photo, littéralement et au figuré. J'ai regardé la story 3 fois, j'ai étudié les sourires, les rires, la performance d'unité contre la fille qui avait osé dire non. Maman m'a envoyé un texto ce soir-là, un seul, tu l'as choisi. Souviens-t'en. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? J'ai passé Noël seul. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur mon canapé avec les dossiers de l'affaire étalés autour de moi, comme les pires décorations de Noël du monde. Vers 21h, mon téléphone a vibré. Message privé sur Instagram du compte de papy. Il savait à peine s'en servir, quelqu'un a dû l'aider à le configurer. Je suis désolé. J'ai essayé de les arrêter. Ils n'ont pas voulu écouter. Joyeux Noël, Sienna. J'ai pleuré pour la première fois depuis le début de cette histoire. Non pas à cause de l'exclusion, je m'y attendais, mais parce qu'une personne de cette famille m'avait vu. Une personne connaissait la vérité et avait eu le courage de le dire. Cette nuit-là, j'ai relu mon email d'il y a 3 ans, celui où j'avais refusé de me porter garante. Je l'avais sauvegardé sur un coup de tête, n'imaginant jamais que j'en aurais besoin. Maintenant, il pourrait tout sauver. 3 mars, 8h47. Palais de justice du comté de Douglas. Je suis arrivé 30 minutes en avance, vêtu de mon tailleur gris anthracite, celui que je gardais pour les présentations clients et les entretiens d'embauche. Professionnel, soigné, pas un cheveu de travers, car je refusais de leur donner la satisfaction de me voir déstabilisé. Le palais de justice sentait le vieux bois et le nettoyant industriel. Mes talons claquaient sur les sols en marbre tandis que je me dirigeais vers la salle d'audience 2B. Chaque son résonnait. Marcus m'a rejointe dans le couloir. Il était élégant dans son costume bleu marine, une mallette en cuir à la main. « Comment vous sentez-vous » Comme si j'allais regarder ma famille mentir sous serment. Ils le feront probablement. C'est à ça que servent les preuves. Nous avons trouvé des places près de l'avant. La salle était plus petite que je ne l'imaginais, peut-être 40 sièges pour le public, une estrade surélevée pour le juge, 2 tables tournées vers l'avant pour le demandeur et le défendeur. À 8h55, ils sont arrivés. Papa d'abord, dans un costume que je n'avais jamais vu. Maman derrière lui, s'accrochant à son bras comme si elle pouvait s'effondrer sans soutien. Mélodie est arrivée ensuite, les yeux rouges. Que ce soit à cause des pleurs ou de gouttes ophtalmiques stratégiques, je ne saurais dire. Derek a suivi, la mâchoire serrée, regardant partout sauf vers moi. Derrière eux, tante Patricia, cousine Rachel, 2 autres parents que je reconnaissais à peine. La galerie se remplissait de témoins de ma prétendue méchanceté. Ils ont pris place à la table des demandeurs à 6 mètres, assez près pour voir les mains tremblantes de maman, la posture rigide de papa, Mélodie chuchotant quelque chose à leur avocat. Aucun d'entre eux ne m'a regardé. Marcus s'est penché tout près. N'oubliez pas, vous avez la vérité. Eux, ils ont une histoire. Voyons laquelle tient la route. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Tout le monde s'est levé. L'honorable Eleanor Price, présidente. La juge est entrée, le visage sévère, les cheveux argentés tirés en arrière, des lunettes de lecture sur le nez. C'était le moment. Leur avocat a commencé. Mitchell Davison. Cheveux gris, montre chère, la confiance exercée de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. Votre honneur, il s'agit d'une affaire de promesses non tenues. Il arpentait lentement le prétoire. D'une fille qui a accepté d'aider sa famille, puis qui a changé d'avis quand les factures sont arrivées. J'ai gardé un visage neutre. Ne rien montrer, ne rien leur donner.
Nous présenterons des preuves que la défenderesse a accepté verbalement d'aider ses parents avec ce prêt hypothécaire. Sa propre sœur a été témoin de cette promesse, une promesse faite lors d'un dîner de Noël en famille en 2022. Davison a appelé Mélodie à la barre. Elle s'est avancée comme si elle se dirigeait vers une exécution, les mains jointes, les yeux baissés, l'image du témoignage à contre-cœur. Madame Brennan Cole, a commencé Davison, pouvez-vous nous parler du dîner de Noël d'il y a 2 ans? Mélodie a hoché la tête, s'est tamponné les yeux. Sienna était là. On parlait tous du prix des maisons. Maman a mentionné qu'elle voulait m'aider à acheter une maison pour mes enfants. Et qu'a dit la défenderesse? Elle a dit. La voix de Mélodie s'est brisée. Elle a dit, j'y réfléchirai. Et puis elle a hoché la tête. On l'a tous vu. Et vous avez interprété cela comme un accord? Oui. Dans notre famille, quand quelqu'un hoche la tête, il dit oui. C'est juste notre façon de communiquer. Papa a témoigné ensuite. Même scénario, même pause répétée. C'est ma fille, sa voix était lourde de déception. Je l'ai élevée. Je n'aurais jamais pensé qu'elle nous laisserait tomber comme ça. Pas une seule fois Davison n'a mentionné les documents hypothécaires. Pas une seule fois il n'a abordé la signature que j'aurais supposément apposée. Toute l'affaire reposait sur un hochement de tête à une table de dîner, un moment que personne ne pouvait prouver ou réfuter. Ils évitaient la trace écrite parce qu'ils savaient qu'elle les détruirait. Marcus s'est levé lentement, a laissé le silence s'étirer. Votre honneur, ma cliente n'a jamais conclu d'accord verbal. Elle a dit qu'elle y réfléchirait, ce qui n'est pas une promesse, ni un contrat, ni un consentement. Davison s'est agité sur son siège. Mélodie a fixé le sol. Mais plus important encore, a poursuivi Marcus, même si elle avait accepté, cela n'aurait aucune importance, car il existe un document hypothécaire à son nom, un document qu'elle n'a pas signé. La salle d'audience est devenue silencieuse. Je voudrais verser au dossier la pièce A, la demande de prêt hypothécaire pour le 4847 Willowbrook Lane, montrant Sienna Brennan comme co-emprunteuse. Il a remis des copies à la jugée à la table des demandeurs. Et la pièce B, les billets d'avion et les reçus d'hôtel, prouvant que ma cliente était à Seattle, Washington, à la date où ce document a été prétendument signé et notarié. La juge Price a étudié les papiers. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux se sont rétrécis. Maître Webb, suggérez-vous que cette signature a été falsifiée? Je ne le suggère pas, votre honneur. Je l'affirme comme un fait. Marcus s'est approché de l'écran de présentation des preuves. La signature de l'hypothèque est apparue à l'écran, assez grande pour que tout le monde la voie. Madame Brennan, a-t-il dit en se tournant vers moi, est-ce votre signature? Je me suis levé. Ma voix était claire. Non, ce n'est pas la mienne. Voudriez-vous s'il vous plaît signer votre nom pour le tribunal? 3 fois sur ce papier. Je me suis approché de la barre, j'ai pris le stylo, j'ai écrit mon nom 3 fois, exactement comme je le fais toujours. Le S se courbait vers l'arrière, la boucle du UB était distinctive. Marcus a placé mes signatures fraîches à côté du document hypothécaire sur l'écran. La différence était évidente, même à 6 mètres. La signature sur l'hypothèque se courbe vers l'avant, a dit Marcus. La signature réelle de Madame Brennan se courbe vers l'arrière. Elle n'a pas signé ce document. Quelqu'un d'autre l'a fait. Dans la galerie, j'ai entendu tante Patricia halter. D'accord, je dois faire une pause ici, car c'est là que tout a basculé. Si vous êtes toujours avec moi, je veux savoir, qu'auriez-vous fait à ma place? Payer pour préserver la paix familiale, ou vous battre pour la vérité même quand tout le monde est contre vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes investi dans ce qui va suivre, cliquez sur le bouton d'abonnement, car la réponse de la juge a tout changé. Maintenant, retour à la salle d'audience, car Marcus n'avait pas fini. Marcus a attrapé un autre dossier. Votre honneur, je voudrais verser au dossier la pièce C, une chaîne de mai entre Mélodie Brennan Cole et Kevin Torres, l'agent de crédit qui a traité cette demande de prêt hypothécaire. Davison s'est levé. Objection, pertinence. Ces emails démontrent directement comment l'identité de ma cliente a été ajoutée à ce prêt hypothécaire sans qu'elle le sache. Ils sont essentiels à notre défense. La juge Price a hoché la tête. Je l'autorise. Poursuivez. Marcus a lu à haute voix,
chaque mot tombant comme un verdict. Email de Melody Brennan Cole, daté du 10 septembre 2023, Y a-t-il un moyen d'ajouter ma sœur à la demande sans qu'elle soit physiquement présente? Elle est en voyage d'affaires. J'ai regardé le visage de Melody, la couleur s'en allant. Derek s'est tourné pour fixer sa femme. Réponse de Kevin Torres, si quelqu'un d'autre s'occupe des papiers, nous pouvons traiter la demande tant que les documents sont correctement notariés. Dernier email de Madame Brennan Cole, elle ne peut pas signer à distance. Elle est à une conférence, mais mon père peut s'en occuper en son nom. La galerie a éclaté en chuchotements. La main de tante Patricia s'est portée à sa bouche. Le visage de papa est passé du pâle au rouge. Marcus s'est tourné vers Melody. Madame Brennan Cole, avez-vous écrit ces emails? Davison a de nouveau objecté. Rejeté. La voix de Melody est sortie, étranglée. Je pensais que c'était d'accord. Mon père a dit qu'il s'occuperait de tout. Elle le sacrifiait. Son propre père, devant une juge, devant la famille, devant tout le monde. La mâchoire de papa est tombée. Melody. Il m'a dit que c'était bon. Son sang-froid s'est brisé. Il a dit que Sienna ne remarquerait même pas. Derek s'est levé, s'est rassis, a regardé sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue. Le marteau de la juge Price a claqué contre le banc. Ordre. Il y aura de l'ordre dans cette salle d'audience. Mais le mal était fait. Tout le monde avait entendu. Tout le monde savait. La juge Price a enlevé ses lunettes de lecture, les a soigneusement pliées et les a posées sur le banc. La salle a retenu son souffle. J'ai examiné la plainte des demandeurs, a-t-elle commencé. Ils allèguent un accord verbal, un hochement de tête lors d'un dîner de Noël, comme base pour exiger 682 000 $ de la défenderesse. Elle a fait une pause, a regardé directement mes parents. J'ai également examiné les preuves de la défense, des billets d'avion prouvant que la défenderesse était à Seattle à la date de la signature de l'hypothèque, une analyse de signature montrant des divergences claires. Et des communications par email entre le propre témoin des demandeurs et un agent de crédit discutant explicitement de la manière d'ajouter le nom de la défenderesse au document sans sa présence. Maman s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois. Ce tribunal n'existe pas pour faire respecter les attentes familiales, a poursuivi la juge Price. Il existe pour faire respecter la loi. Et la loi est claire, un accord verbal, même s'il existait, n'obligerait personne à payer 682 000 $, surtout lorsque les preuves documentaires suggèrent que l'identité de cette même personne a pu être utilisée frauduleusement. Elle a redressé les papiers devant elle. Le dossier des demandeurs repose entièrement sur le témoignage d'une conversation lors d'un dîner. La défense a présenté des preuves documentées que la défenderesse n'a jamais signé la demande de prêt hypothécaire et n'était même pas dans l'état lorsqu'elle aurait été notariée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Je rejette cette affaire avec préjudice. Son marteau est tombé. De plus, je renvoie les documents hypothécaires et les emails connexes au bureau du procureur pour examen d'éventuelles accusations de fraude. Tante Patricia a eu le souffle coupé. Papa a agrippé le bord de la table. Melody a enfoui son visage dans ses mains. Le mot rejeté a résonné dans la salle d'audience, et pour la première fois en 6 mois, j'ai expiré. Mais nous n'en avions pas encore fini. Marcus s'est levé immédiatement. Votre honneur, bien que l'affaire des demandeurs soit rejetée, ma cliente a une demande conventionnelle à traiter. La juge Price a hoché la tête. Poursuivez. Sienna Brennan poursuit Harold Brennan, Diane Brennan et Melody Brennan Cole pour fraude à l'identité, faux et usage de faux, et dommage à son crédit et à sa réputation professionnelle. La salle a bourdonné. Davison avait l'air accablé. Il ne s'était manifestement pas préparé à cela. Nous demandons que la défenderesse soit retirée de tous les documents hypothécaires immédiatement, a poursuivi Marcus. Nous demandons également le remboursement des frais de justice engagés pour nous défendre contre une poursuite frauduleuse, ainsi qu'une indemnisation pour les dommages causés à son score de crédit, des dommages qui ont menacé sa carrière dans le secteur financier. Un représentant de la banque que je n'avais pas remarqué auparavant s'est levé. Votre honneur, la First Mountain Bank coopérera pleinement. Nous menons déjà une enquête interne sur la manière dont cette demande a été traitée. La juge Price a pris une note. La demande conventionnelle sera entendue lors d'une audience formelle. Cependant, compte tenu des preuves présentées aujourd'hui, j'ordonne un examen immédiat des documents hypothécaires en question.
Si la fraude est confirmée, le nom de la défenderesse n'aurait jamais dû y figurer et sera retiré. Elle a regardé ma famille, puis moi. Madame Brennan, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Mes jambes semblaient plus stables que prévu. J'ai regardé mes parents, Mélodie, les parents venus me voir perdre. Je n'ai jamais voulu ça. Ma voix était calme mais claire. Je n'ai pas demandé à être mise sur un prêt hypothécaire que je n'ai jamais accepté. Je n'ai pas demandé à être poursuivi par ma propre famille. Vous avez choisi de faire ça au lieu de vous excuser. Souvenez-vous-en. Je me suis rassise. Pas de discours dramatique, pas d'accusation, juste la vérité. Parfois, c'est suffisant. L'huissier a annoncé une suspension d'audience. Les gens ont commencé à bouger. J'ai rassemblé mes affaires lentement, laissant la réalité s'installer. Nous avions gagné. Pas complètement, la demande reconventionnelle devait encore suivre son cours, mais l'attaque était terminée. Ils avaient essayé d'utiliser la loi comme une arme contre moi, et ça s'était retourné contre eux. Marcus a touché mon épaule. Vous avez bien fait. J'ai dit la vérité, c'est tout. Parfois, c'est la chose la plus difficile. Je suis sorti dans le couloir. Les lumières fluorescentes semblaient plus vives maintenant, moins oppressantes. Papy Harold attendait près de la fenêtre. Il avait l'air plus vieux qu'à Thanksgiving, fatigué. Mais quand il m'a vu, quelque chose a changé sur son visage. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. « Ta grand-mère le serait aussi. Merci pour l'indice sur la date de l'acte notarié. C'est le moins que je pouvais faire. J'aurais dû en faire plus. » Derrière nous, des pas, rapides, furieux. Mélodie a fait irruption par les portes de la salle d'audience, Derek sur ses talons. Son mascara était ruiné, son sang-froid soigneusement entretenu, disparu. « Tu as détruit cette famille », m'a-t-elle crié. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas réagi. La voix de Derek est venue ensuite, mais pas dirigée vers moi. « Tu m'as menti », disait-il à Mélodie. « Tu as dit qu'elle était d'accord. Tu as dit que tout était légal. » Derek, je peux expliquer. Vraiment? Parce que je viens de t'entendre admettre dans une salle d'audience que tu as aidé à falsifier la signature de ta propre sœur. J'ai continué à marcher. Derrière moi, leur dispute s'est envenimée, Mélodie pleurant, Derek exigeant des réponses, le son d'un mariage qui se fissure sous le poids de la tromperie découverte. Marcus m'a rattrapé à l'ascenseur. Ça s'est mieux passé que prévu. J'ai appuyé sur le bouton du bas, j'ai regardé les chiffres monter. Vraiment? Mes parents ont essayé de me voler. Ma sœur a témoigné contre moi. Et j'ai dû prouver mon innocence devant un juge. Il n'a pas eu de réponse à ça. Moi non plus. 2 mois après l'audience, les pièces du puzzle se sont mises en place. D'abord, la banque a terminé son enquête. Kevin Torres avait enfreint plusieurs protocoles de conformité, manquement à la vérification de l'identité, manquement à la confirmation du consentement, traitement de documents sans diligence raisonnable. Son licenciement a été annoncé dans une note interne qui a, d'une manière ou d'une autre, atterri chez Marcus. Le notaire qui a certifié ma signature était un homme nommé Gary Peterson, un ami de mon père de leur ligue de bowling. Il avait notarié l'hypothèque dans le salon de papa alors que j'étais à 1300 km. Le secrétaire d'État du Colorado a révoqué sa licence après une plainte officielle. Mon nom a été officiellement retiré de l'hypothèque. Tout, la demande, la responsabilité, l'enregistrement sur mon rapport de crédit, effacé comme si ça n'avait jamais existé. Mon score de crédit s'est rétabli en 90 jours. Le bureau du procureur a examiné le renvoi pour fraude. Finalement, ils ont refusé de poursuivre au pénal. Première infraction, affaire de famille, pas d'intention de frauder la banque elle-même. Mais mon père et Mélodie ont tous deux reçu des sanctions civiles et des avertissements formels, une marque dans leur dossier qui les suivrait s'ils tentaient à nouveau quelque chose de similaire. Ma demande reconventionnelle s'est réglée à l'amiable. Ils ont accepté de payer intégralement mes frais de justice, 23 000 $. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de responsabilité. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait rien à célébrer. Ma famille avait commis une fraude, m'avait traîné dans le système judiciaire, avait sali mon nom auprès de tous ceux que nous connaissions, et leur punition était une amende et un avertissement. Mais j'avais retrouvé mon nom,
mon crédit, mon intégrité. Certaines victoires n'ont pas le goût de la victoire. Elles ont le goût de la survie. Et parfois, survivre suffit. La famille que j'avais connue n'a pas survécu au procès. Mélodie et Derek se sont séparés 3 mois plus tard. Il avait déménagé de la maison de Willowbrook, celle qui avait tout commencé, et avait demandé la séparation de corps. Aux dernières nouvelles, il négociait la garde. Il a dit à un ami commun qu'il ne pouvait plus lui faire confiance, pas après ce qui était sorti au tribunal. Mes parents ont dû vendre la maison. Sans mon nom pour soutenir l'hypothèque, ils ne pouvaient pas suivre les paiements seuls. Ils avaient déjà vidé leur retraite pour la compte. Maintenant, ils déménageaient dans un T3 dans un quartier qu'ils traversaient autrefois sans s'arrêter. Maman m'a envoyé un email après que tout se soit calmé. 5 mots, tu nous as ruinés. Souviens-t'en. Je n'ai pas répondu. Certaines accusations se répondent d'elles-mêmes. Tante Patricia a appelé de manière inattendue en avril. Sa voix était différente, plus faible. Je ne connaissais pas toute l'histoire, a-t-elle dit, sur la signature falsifiée, sur les emails. J'ai cru ce que Mélodie disait à tout le monde. Je sais. Je suis désolé, Sienna. J'aurais dû te demander directement. Je suis resté avec ça un moment, les excuses que je ne m'attendais jamais à recevoir. Merci de le dire, ai-je finalement dit. Puis j'ai raccroché. Les excuses d'une tante n'effaçaient pas ce qui s'était passé, mais cela me rappelait que tout le monde ne choisit pas de rester aveugle. Papy Harold m'a envoyé une lettre manuscrite ce printemps-là. Son écriture était tremblante, mais les mots étaient clairs. J'ai mis à jour mon testament. Tu es prise en charge. Tu mérites que quelqu'un de cette famille te soutienne. Il est décédé 6 semaines plus tard, paisiblement dans son sommeil. Aux funérailles, je me suis assise au dernier rang. Personne ne m'a parlé, mais j'étais là. C'était suffisant. 6 mois après le procès, en ce moment même, alors que je vous raconte cette histoire, les choses ont changé. J'ai eu une promotion au travail. Comptable principal. Mon patron m'a prise à part quand il m'a annoncé la nouvelle. J'ai vu des gens s'effondrer sous moins de pression que ce que vous avez vécu. Vous, non. Ce genre de cran est rare. J'ai commencé une thérapie pour la première fois. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre. Pourquoi ai-je accepté d'être maltraité si longtemps? Pourquoi continuais-je à me présenter au fait où j'étais la risée? Qu'est-ce qui me faisait penser que je méritais moins que tout le monde dans cette famille? Le docteur Reed, mon thérapeute, a dit quelque chose qui m'a marqué. Parfois, les personnes qui sont censées nous aimer nous apprennent à accepter l'inacceptable. La guérison signifie désapprendre ses leçons. Je suis toujours en train de désapprendre. J'ai changé mon nom de famille légalement. Burke, le nom de jeune fille de ma mère avant qu'elle n'épouse un Brennan. Ça me semblait juste. Un petit acte de réclamation, une façon de dire, je suis toujours connecté à mes origines, mais je choisis qui je deviens. J'ai un petit groupe d'amis maintenant, des gens qui ne me demandent pas de sacrifier mes limites pour leur confort, des gens qui appellent pour prendre de mes nouvelles, pas pour demander de l'argent. Marcus et moi prenons un café toutes les quelques semaines. Il a contribué à me sauver la vie, financièrement et légalement. Nous rions des mauvais films de procès. Nous ne parlons pas de ma famille, sauf si j'aborde le sujet en premier. Le calme a demandé un certain temps d'adaptation. Fini les appels de crise, fini les tentatives de culpabilisation, fini les fêtes passées à me sentir comme une étrangère au sein de ma propre lignée. Maintenant, il y a juste la paix. C'est étrange tout l'espace qui se libère quand on cesse de porter les attentes des autres. Le mois dernier, j'ai écrit une lettre à mes parents, pas pour l'envoyer, juste pour sortir les mots. Le docteur Reed me l'a suggéré, une façon de traiter les choses sans nécessité de réponse. Je me suis assise à ma table de cuisine, un stylo à la main, et je me suis laissé écrire la vérité. Maman et papa. Je vous ai aimé. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter quelque chose que vous lui avez donné gratuitement. J'ai travaillé plus dur, j'ai demandé moins, et pourtant, je n'étais jamais assez. Vous avez vu mes limites comme une trahison, mon succès comme quelque chose à exploiter. Quand j'ai dit non, vous avez entendu de la haine. Quand je me suis protégé, vous avez appelé ça de l'égoïsme. Je n'ai pas détruit cette famille.
Les mensonges l'ont fait. Le faux, la décision de voler mon identité plutôt que de respecter ma réponse. J'étais votre fille. Je méritais qu'on me demande, pas qu'on me prenne. Je méritais la vérité, pas un tribunal. Peut-être qu'un jour je vous pardonnerai. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fini d'attendre des excuses qui ne viendront pas. J'espère que vous trouverez la paix. Je trouve la mienne sans vous. Sienna. Je l'ai lu 3 fois, j'ai laissé les émotions me traverser, le deuil, la colère, l'étrange soulagement de dire des choses que j'avais gardées enfermées pendant 32 ans. Puis j'ai supprimé le fichier. Le docteur Reed avait raison. L'acte d'écrire était le but. Pas d'envoyer, pas de recevoir, juste de reconnaître ce qui s'est passé et ce que cela m'a coûté. La conclusion ne vient pas toujours d'excuses. Parfois, elle vient de l'acceptation qu'on ne les obtiendra jamais. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé le soleil se coucher sur Denver. Personne n'allait venir réparer ce qui s'était passé. Personne n'allait arranger les choses. Mais j'étais toujours là, toujours debout. Il faudrait que cela suffise. Et lentement, c'était en train de le devenir. Aujourd'hui est un samedi ordinaire. Je suis assise dans mon appartement, la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Il y a du café sur la table, un livre que je voulais finir, et ce genre de silence qui me semblait autrefois solitaire, mais qui ressemble maintenant à de la liberté. Mon téléphone vibre. Un texto de Marcus. Café demain. Apporte ta franchise brutale. Je souris, je réponds, toujours. Parfois, je repense à ce que papa m'a demandé ce soir-là au téléphone, la question qu'il voulait insultante, à quoi te sert cet argent, de toute façon? J'ai une réponse maintenant. J'en ai besoin pour une vie où personne ne peut m'utiliser. Pour la liberté de dire non sans avoir à me défendre. Pour des matins comme celui-ci, calme, paisible, entièrement à moi. Sur ma bibliothèque, il y a un nouveau cadre photo. Papy et moi, pris dans un restaurant l'année dernière, son dernier Noël. Nous nous étions échappés de la réunion de famille pendant 1 heure, juste nous deux, et un serveur a proposé de nous prendre en photo. Il sourit sur la photo, il sourit vraiment. L'inscription au dos, de son écriture tremblante, les personnes les plus fortes sont celles qui savent partir. Je suis parti, non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que m'aimer moi-même comptait plus que de mériter leur amour. Ils m'ont traité d'égoïste, de froide, de fille qui a choisi l'argent plutôt que le sang. Mais je n'ai pas choisi l'argent. J'ai choisi l'intégrité. J'ai choisi le droit à ma propre signature, à mes propres décisions, à ma propre vie. Certaines familles vous élèvent. D'autres vous apprennent à accepter d'être rabaissés. La mienne m'a appris que non est une phrase complète, que garder des reçus n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection, et que parfois, les personnes avec qui vous partagez votre sang sont des étrangers, tandis que la famille que vous choisissez devient tout. Je n'ai pas gagné parce que j'avais le meilleur avocat. J'ai gagné parce que je n'ai jamais cessé de croire que je valais la peine de me battre. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour vos propres limites contre les personnes qui auraient dû vous protéger, je vous vois. Vous n'êtes pas seul. Racontez votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, il y en a une autre qui vous attend dans la description, sur une femme dont les beaux-parents ont essayé de lui prendre son héritage. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le rebondissement. Merci d'être resté jusqu'à la fin.